Alors merci beaucoup. Je vais remercier, comme les intervenants précédents, tous les organisateurs de m'avoir invité. Donc moi, je vais vous parler de phagothérapie. Alors après avoir parlé de résistance, alors les problèmes de la résistance qui a été évoqué par Maria Lima nous conduisent à avoir besoin d'alternatives aux antibiotiques, au moins de compléments aux antibiotiques. On a vu les interactions entre bactéries avec les microbiotes. Et moi, je vais vous parler en fait du détournement des virus pour en faire des armes thérapeutiques. Alors, je suis impressionné d'être. Maintenant que je sais que vous avez racheté le laboratoire des phages il y a deux. Oui, d'accord, mais enfin quand même. Donc je ne savais pas, donc c'est très vieux. Alors je vais vous parler, donc moi je fais partie du CIRI aussi, comme Maria Lima, et je fais partie des Hospices Civils de Lyon. Et en fait, aux Hospices Civils de Lyon, on essaye de monter une production publique de phages thérapeutiques. Donc on se heurte aussi à un certain nombre d'aspects réglementaires dont on va parler. Je vais essayer de vous montrer, d'abord un petit peu vous parler de phagothérapie, un petit peu vous montrer comment on essaie de développer ça. Alors la première chose, c'est de vous parler de ce patient-là. Donc c'est un monsieur qui vient pour une infection ostéo-articulaire. Il a une prothèse, comme vous voyez ici. Cette prothèse-là, si vous voyez, l'os, il est un petit peu tout abîmé. En fait, il a une infection à staphylocoque doré. Il a une infection à staphylocoque doré, c'est une bactérie très classique. On l'a traité avec de multiples antibiotiques, ça fait 5 ou 10 ans qu'il est comme ça, 5 ou 8 ans qu'il est comme ça, et il n'arrive pas à évoluer. Vous voyez qu'il a un petit pertuis là, avec du pus qui sort régulièrement, et il finit par avoir une inflammation très très importante, il n'arrive plus à marcher et à être mobile, et donc on n'a pas grand-chose à lui proposer parce que les antibiotiques ne fonctionnent pas. Donc la première chose qu'on peut lui proposer, c'est ce qu'on appelle une amputation transfémorale, c'est-à-dire qu'on coupe ici, et puis on a pareil. Et puis, on lui a proposé de faire une phagothérapie en utilisant une nouvelle approche thérapeutique. Et on lui a expliqué qu'il fallait utiliser, alors c'était avant le Covid, je vous le précise, on lui a dit, voilà, on va utiliser des virus particuliers qui vous feront aucun mal, mais qui sont capables d'aller attaquer ce staphylocoque doré qui vous pose problème. Alors, c'est quoi ces phages qui permettent donc de faire de la phagothérapie? Alors la première chose, c'est qu'on faut avoir une idée de la taille. Vous voyez que ça, c'est une tête d'épingle. Donc là, on la zoome 50 fois, puis on la zoome 1250 fois, on la zoome encore plus, et on voit ça, et on voit toujours pas de phages. Il faut zoomer 30 000 fois pour arriver à avoir des phages. Et vous voyez, c'est ces petites boursouflures qu'on peut voir ici à la surface de l'acteur. Là, c'est recolorisé, hein, c'est de la microscopie électronique. Ça fait 50 à 100 nanomètres, et ça ressemble globalement à ça, en version 3D. Donc il y a une tête, un cou et des petites pattes. Et c'est avec ces petites pattes que les phages vont s'accrocher aux bactéries. Et après, ça c'est contractile, ça va pouvoir se plaquer contre la bactérie. Et le phage va pouvoir injecter son ADN. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais mettre ça là. Alors, une fois que vous avez ça, compris ça, c'est des virus. Donc, dans les virus, vous souvenez tous, on a eu une mauvaise expérience avec le Covid. Dans le virus, c'est comme dans les bons westerns, il y a plusieurs types de virus. Il y a le bon, la brute et le truand. Donc, la brute, c'est le SARS-CoV, c'est le Covid. Alors lui, il peut tuer très rapidement. Le truand, c'est le VIH. Il arrive à s'insinuer, à contaminer des cellules et puis à donner des infections au fur et à mesure avec des patients qui vont mal évoluer. Et puis le bon, eh bien, c'est le bactériophage. Donc c'est celui qui est là avec ses petites pattes. Alors pourquoi c'est un bon ? Parce qu'en fait, il s'accroche par ses petites pattes, et ces petites pattes ne reconnaissent que des bactéries. Elles sont incapables de reconnaître une cellule humaine, donc globalement, elles n'ont aucun effet secondaire et aucun effet d'inconvénient à être utilisées chez l'homme. On peut les injecter sans problème, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ça s'appelle bactériophage, ça vient du grec. Bacteria, c'est bâton. C'est les premières formes de bactéries qui ont été vues, ça fait une forme de bâton. Donc c'est pour ça qu'on a donné le nom de bactérie. Bacteria, c'est bâton en grec. Et puis phagos, ça veut dire glouton. Et phagéine, ça veut dire manger en grec. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça des bactériophages. Alors on les trouve où? On les trouve partout. Vous les rencontrez dès que vous êtes avec un environnement un petit peu hydrique, avec un petit peu d'eau, dès que vous avez des bactéries, vous avez des phages. D'accord ? Donc dans un verre d'eau, pris dans un lac, vous avez à peu près 1000 milliards de phages. D'accord ? Donc il y en a plein qui appartiennent à plein de familles différentes. Vous avez des phages qui sont actifs sur Staphylocoque doré, mais il y en a qui sont actifs sur Escherichia coli, on en a parlé tout à l'heure, d'autres sur Pseudomonas, d'autres sur des bactéries du sol qui ne sont pas pathogènes. C'est des choses qui sont très très présentes dans l'environnement. Et alors c'est bien plus que le microbiote, on estime que c'est 10 puissance 31 phages sur l'ensemble de la Terre, donc c'est un nombre faramineux. Ils sont très très présents. Et nous, les premiers qui ont été intéressants qu'on a trouvés, pour tout vous dire, on les a trouvés dans le lac du parc de la Tête d'Or.
pour vous dire. On était à la Croix-Rousse, moi je travaillais à la Croix-Rousse, on a regardé dans les eaux qui sortaient de l'hôpital. Alors on a eu un problème, c'est qu'il y avait trop d'antibiotiques, donc ça inhibait tout, on voyait même pas les phages. On est descendu, quand vous connaissez la Croix-Rousse, vous descendez, il y a le Rhône, donc on a prélevé dans le Rhône, on n'a pas trouvé beaucoup. Et puis en face du pont sur le Rhône, il y a le lac, c'est pour ça qu'on est allé dans le lac. Alors comment ça marche ces bactéries? Vous voyez, quand on les met en fait sur un... Là vous avez en vert un Pseudomonas aeruginosa, c'est une bactérie. Dessus vous mettez un petit peu d'eau dessus et vous voyez que le lendemain, la bactérie se développe partout, c'est ce qui donne cette couleur verte. Et puis il y a des gros trous, et les gros trous c'est là où il y a les phages. Et les phages attaquent les bactéries. Et puis si vous les mettez dans un tube à essai, vous mettez une bactérie toute seule, avec du nutriment, la bactérie est contente, elle se multiplie et ça devient tout trouble. Si dans le même tube vous mettez la bactérie plus des phages actifs sur la bactérie n'arrive pas à se multiplier parce qu'elle va être détruite très très rapidement par les phages. Alors comment ça marche? Alors pour les plus anciens, c'est Michel Chevalet, vous devez connaître ça, d'accord, qui disait toujours comment ça marche. Et puis pour les plus jeunes, c'est pas sorcier, il faut à peu près la même chose, mais pour les plus jeunes. Alors comment ça marche? C'est très simple, ces petits phages là arrivent et avec leurs petites pattes, ils vont se fixer sur une bactérie, ils injectent leur matériel génétique. Et une fois qu'ils ont vous voyez, ils ont cette forme-là, c'est ce qu'en microscopie électronique, ils vont se fixer sur la bactérie. Une fois qu'ils ont injecté leur matériel, eh bien, en fait, il y a un genre de seringue. Ce truc-là sert de seringue. À l'intérieur, comme vous voyez en rouge, il y a de l'ADN. Donc là, le phage arrive, se pose sur la bactérie, et ça se contracte, et ça injecte une seringue qui va permettre l'injection du matériel génétique. Et dès que le matériel génétique est injecté, ça va modifier la bactérie. Alors en fait, ces petits phages, ce qui est important, c'est le bout des pieds. Et en fonction des chaussures, en fonction des pieds, ça va s'accrocher à un staphylocoque doré, ou ça va s'accrocher à un Escherichia coli, ou ça va s'accrocher à une autre bactérie. Et donc ces petites pattes sont extrêmement importantes pour l'accrochage et pour la reconnaissance de la bactérie. Et c'est pour ça que ces phages sont extrêmement spécifiques. Quand ils attaquent une espèce bactérienne, généralement, ils n'attaquent pas d'autres espèces bactériennes. Alors ça a un intérêt parce que c'est très spécifique, très sélectif. Alors comment ça marche? Une fois qu'ils ont injecté leur matériel, en fait, l'ADN va complètement détourner la machinerie de la bactérie. Tout à l'heure, Marie-Aline en a parlé. La bactérie, ce qu'elle veut le faire, c'est une petite bactérie fille, toutes les 20 minutes. Et là, le phage arrive, la bactérie arrête de faire des bactéries filles, et en fait, la machinerie est complètement détournée, et la bactérie se met à fabriquer non pas des bactéries filles, mais des petits virus à l'intérieur. Une fois qu'ils sont en grand nombre, généralement il y en a 100 par bactérie, les phages, les petits virions, ils ont envie de sortir, donc ils produisent une enzyme qui va attaquer la bactérie de l'intérieur, et qui va faire exploser la bactérie. Et on le voit très bien ici. Vous voyez qu'ici, elle s'accroche. Là, c'est quasiment de l'acupuncture, là, vous voyez. Et puis, finalement, la bactérie elle explose et vous libérez des petits phages qui sont roses ici parce qu'ils ont été recolorés. En vraie vie, ils ne sont pas roses, bien sûr. Et une fois que ces phages ont été libérés, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont attaquer les bactéries d'à côté. Et si vous imaginez un abcès, vous avez plein de bactéries. Si vous arrivez à mettre quelques phages dedans, un phage va attaquer une bactérie, chaque bactérie va libérer 100 phages, les 100 phages vont attaquer 100 bactéries, etc., etc. Et vous avez un phénomène qui est auto-amplifié. Et ça va extrêmement vite, parce qu'en fait, de là à là, il faut 30 minutes. Donc en 30 minutes, quasiment, la bactérie réplique 100 phages, et les 100 phages attaquent 100 bactéries, etc. Donc c'est extrêmement rapide et extrêmement efficace. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qui se passe sur les géloses, mais chez le patient, en fait, l'idée de la phagothérapie, c'est d'utiliser ces phages pour traiter les patients dans des abcès et dans des sites infectés. Et on le voit, vous allez le voir ici sur ce petit film, vous voyez, ici, ce sont des staphylocoques qui essayent de se multiplier, on met des phages, et c'est des staphylocoques un peu particuliers, quand ils meurent, ils libèrent leur ADN et leur ADN devient vert. Et vous voyez que ce qu'on voit, c'est que le staphylocoque essaye de se multiplier, les phages l'attaquent, et finalement les phages vont beaucoup plus vite que le staphylocoque, et finissent par éclater tous les staphylocoques dorés. Ça, c'est au niveau d'une articulation chez un lapin. D'accord? C'est ça la phagothérapie, on essaye de faire ça chez nos patients. Alors les phages, c'est connu depuis très longtemps. Le premier article a été écrit par un Anglais qui s'appelle Anquin, en 1896. C'était un temps heureux où les articles scientifiques étaient en français. D'accord, vous le ferez remarquer, les annales de l'Institut Pasteur étaient réputées dans le monde entier pour la qualité, et donc il l'écrivait en français. Et il avait trouvé que dans les eaux de la Jumna, qui est un affluent du fleuve du Gange, en fait, quand il prenait cette eau-là et qu'il la mettait sur les bactéries, ça tuait les bactéries. 1896 quand même, hein. Donc c'est incroyable de penser qu'il avait vu ça. Donc il a dit, voilà, il y a une substance antiseptique, on ne sait pas bien quoi, qui est dans l'eau du Gange et de la Jumna et qui tue des bactéries. D'accord, donc c'était intéressant. Il disait, c'est intéressant parce que quand je trouve le choléra à un endroit, je prends l'eau et que ça tue le choléra. Quand je descends un peu plus bas dans le fleuve, il n'y a plus de choléra en fait.
Donc il avait la notion que ça tuait dans l'eau le choléra et ça empêchait les épidémies plus bas dans le fleuve, dans le fleuve du Gange. Et en fait, ça a été revu beaucoup plus tard. C'est un article dans PNAS de 2005 où on voit exactement ce qui se passe. Ici, vous avez une épidémie de choléra. Je crois que c'est en Inde. Et vous voyez qu'en fait, le choléra, vous avez ici le nombre de cas de choléra qui augmente, puis après, le nombre de choléra diminue. Quand vous regardez dans l'eau ce qui se passe, vous apercevez que dans l'eau, il y a plein de choléra, et puis quand le nombre de cas diminue, ça correspond au moment où il y a moins de choléra dans l'eau que les gens boivent. Et quand on regarde les populations de phages, vous voyez, les populations de phages, quand on voit chuter le nombre de cas, chuter le nombre de phages dans l'eau, ça correspond exactement au moment où il y a le plus de phages. Donc les phages, en fait, sont là et vont attaquer le choléra et vont finir par nettoyer, entre guillemets, l'eau localement. Et vous voyez que les populations de phages vont réaugmenter après secondairement. Donc on voit exactement comment ça se passe. Et il y a sans arrêt un équilibre dans la nature entre les phages et les bactéries. C'est ce qu'on observe. Alors c'est Dworth qui, le premier, a dit dans cette eau, en fait, donc c'est 1915 quand même, il n'y avait pas de microscope, parce que ce que je vous montrais, les images des phages, on les a vues qu'en microscopie électronique, parce que c'est tout petit, donc ça date de 1939. D'accord ? Donc, il ne voit rien, et il dit un truc, quand on le passe sur des filtres avec du sable, ça a une action de type, c'est un virus, ça passe à travers les phages, à travers ces filtres, et en fait, ça a une action sur les bactéries. Il publie ça dans Lancet, qui est une super revue, et à la fin de l'article, il dit quand même, écoutez, il a le même problème que nous, actuellement, je regrette, je publie ça parce qu'en fait, j'ai plus d'argent, mais au moins, ces données-là, ça va servir à celui qui viendra d'après. C'est le principe de la science, c'est de dire, je fais ma petite pierre, et puis les autres continueront. Voilà, donc ils avaient déjà des problèmes d'argent en 1915. Et puis le vrai découvreur, c'est Félix Derrel. Donc Félix Derrel, lui, il publie ses travaux en 1917, un tout petit peu après. Et lui, en fait, dans un article qui fait 3 pages, il décrit tout. Il explique, il dit, voilà, dans l'eau, on peut trouver des microbes invisibles, ce n'est pas des bactéries parce qu'il ne les voit pas au microscope, doués de propriétés encadonistes vis-à-vis des bacilles pathogènes, notamment lui, il travaille sur la dysenterie, et il dit, je vais appeler ça un bactériophage. C'est lui qui donne le nom, en fait. Et puis derrière, il dit, voilà, j'ai trouvé des phages qui sont contre les shigelles, qui donnaient des diarrhées. Dès qu'on le met, ça arrête la culture, ça tue les bactéries. Voilà, il explique en disant en plus, ceux qui sont actifs sur le choléra ne sont pas actifs sur la shigelle, ceux qui sont actifs sur la shigelle ne sont pas actifs sur le staphylocoque doré. Donc il y a la notion de spécificité, les petites pattes, les petites accroches. Et puis il dit par contre, quand j'en ai un qui marche bien sur une souche d'une espèce donnée, si je l'entraîne un peu, il devient un peu meilleur, donc on peut l'entraîner en plus pour qu'il devienne encore meilleur. Et puis il dit ça, je l'ai vu pour le bacille de la dysenterie, mais ça doit être pas valable pour toutes les espèces bactériennes. Et en fait, c'est vrai, c'est valable pour toutes les espèces bactériennes. Je vous rappelle, 1917, il travaille avec Pasteur et avec des ancêtres de la famille Mérieux. Et qu'est-ce qu'on voit ? Donc c'est l'inventeur des phages. Et il fait des quoi ? Donc on pourrait s'arrêter là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Félix Derrel est quelqu'un un peu particulier. Il a travaillé au Canada, il a monté des usines de whisky, c'est un self-made man, il a fait plein de choses dans sa vie. Il a monté des entreprises, et puis ça s'est cassé la figure, il est reparti. Et lui, il ne va pas s'arrêter là. Il va dire, mais finalement, ça c'est bien beau, c'est dans mes tubes à essai, mais finalement, ça peut peut-être être utile. Donc il va voir Victor-Henri Hutinel, qui travaille à Necker. Necker, Pasteur, c'est quoi ? C'est 500 mètres. Et il va lui dire, voilà, tu as des enfants, c'était le service de pédiatrie, tu as des enfants qui meurent très rapidement de dysenterie. Moi, j'ai des phages qui sont actifs. Donc on doit pouvoir traiter les patients avec ça, au lieu de le faire dans un tube à essai. Donc il dit phagothérapie. Alors Hutinel dit, c'est bien beau, il dit à Félix Derrel, c'est bien beau vos phages, mais on ne sait pas bien si c'est pas dangereux ou pas. Donc qu'est-ce qu'il fait, d'après vous ? Non, il ne s'éjecte pas. Non, il fait ce qu'on nous on a aussi, c'est pour ça qu'on les garde, nous. Il a un groupe d'internes. Donc il leur fait, et c'est vraiment ce qu'il a fait. Il leur a fait, il a dit, moi je ne peux pas prendre le risque parce que si les parents vont me tomber dessus. Donc il fait boire, et c'est la vraie vérité, il fait boire les phages à ses internes pour voir si ça leur fait quelque chose. Et les phages, ça leur fait rien du tout. Donc il dit bon, et il se retrouve le 1er août avec un enfant dont il sait qu'il va mal évoluer, qu'il va mourir dans la nuit s'il ne fait rien. Et il dit à Félix Derrel, ok, on va essayer tes phages. Il les utilise, et le lendemain, l'histoire dit que le lendemain, l'enfant se baladait dans le couloir. Donc en fait, c'est le début de l'utilisation des phages en thérapeutique. Voilà. Et puis il va traiter, donc c'était un enfant de 12 ans, qui va guérir et s'améliorer de façon phénoménale. Il va y avoir d'autres traitements dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, et ça va devenir un traitement de routine, et il va préparer des phages anti-shigelle, mais aussi anti-staphylocoque doré, anti-Escherichia coli, pour plein de pathogènes différents. Alors bien sûr, là on pourrait dire, il s'arrête là,
Mais en fait, comme il a un peu d'entreprise, il va monter une petite entreprise. Il va monter une start-up. Je pense que c'est ça que vous avez récupéré, parce que ce laboratoire a évolué. Et donc, il monte une petite production dans un laboratoire de phages qui va utiliser sous forme de petites ampoules où il y a des phages dedans. Parce que c'est relativement stable, les phages. Une fois que vous les avez produits, ça peut rester longtemps comme ça, tranquillement, puisque normalement, dans l'environnement, ça reste dans l'eau. Donc là, ça peut rester dans ces petites ampoules. C'est un peu purifié. Vous voyez qu'en fait, il en fait même une World Trade Company, parce qu'il va le vendre à l'étranger. Il y a aux États-Unis, les bons phages du docteur Derel qui sont vendus aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et puis, il va monter aussi, il y a un centre qui va se monter en Géorgie. C'est un de ses collègues, Eliava, qui va les monter en Géorgie. Et ce centre existe toujours, qui va monter des cocktails. Ils vont produire des cocktails contre les infections digestives, contre les infections cutanées, etc. Alors, Eliava va un peu mal tourner. Parce que la petite histoire dit que sa femme il avait un peu trop fricoté avec la femme de Staline, et du coup, Staline l'a fusillé. Bon, sa femme est restée et a maintenu le centre, qui existe toujours et qui traite toujours des patients. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Et puis malheureusement, ce qui se passe, c'est que ça se développe, et puis là-dessus, il y a Fleming qui arrive. Vous connaissez cette histoire atroce, là, vous savez, dans le sud de la France, avec Omar m'a tué. Là, c'est Fleming m'a tué, c'est le phage qui dit ça. Parce que les phages, le problème à l'époque, c'est qu'on ne savait pas bien ce que c'était. On ne les avait pas vus. C'était compliqué à produire quand même, parce qu'il fallait filtrer, il fallait produire. Alors que la pénicilline, c'était chimiquement défini. On pouvait le produire en grande quantité, etc. La guerre arrive là-dessus, avec une purification de la pénicilline. Ça va être utilisé de façon large à main nue, notamment chez les soldats. Et donc les phages vont tomber en désuétude dans les pays de l'Ouest, mais pas dans les pays de l'Est, et notamment à l'Institut Eliava, parce qu'eux n'avaient pas la technologie pour faire les antibiotiques, et ils ont continué à utiliser les phages. Alors, l'histoire dit que le siège de Stalingrad, où les Allemands ont perdu face aux Russes, en fait, c'est grâce aux phages, parce que les soldats, il y a eu une épidémie de diarrhée, et en fait, les soldats russes avaient des phages pour se traiter, et les Allemands n'avaient rien, et du coup, ils se sont fait battre pendant cet épisode de la guerre. Alors, les phages et la phagothérapie vont peu à peu disparaître dans les pays de l'Ouest. Il y avait encore quelques utilisations dans les années 50, 60, jusque dans les années 80, où il y avait une centaine d'utilisations, notamment l'Institut Pasteur de Lyon, qui produisait. Le dernier à avoir demandé les autorisations, j'ai retrouvé les papiers, c'était Henri de Monclos, qui a été responsable du laboratoire à Pasteur Lyon, et qui demandait des autorisations aux autorités de santé pour produire encore quelques lots de phages. Mais finalement, ça va disparaître. Mais par contre, ça va continuer dans les pays de l'Est, notamment à l'Institut Eliava, sachant qu'ils ont continué à les utiliser, mais sans faire vraiment d'études cliniques, sans vraiment faire d'études, comme on l'a montré tout à l'heure pour les microbiotes, permettant de démontrer vraiment qu'il y avait une utilisation. L'autre problème, c'est que leurs phages n'étaient pas très purs, et donc ils ne pouvaient les utiliser que de façon externe, en topique ou en nébulisation, et il n'y a pas de possibilité d'utiliser en injection intraveineuse ou par voie orale. Alors finalement, ces phages, est-ce que ça marche? Alors ça, c'est un travail de nos collègues de l'Institut Pasteur. Vous voyez qu'ils travaillent sur des rats. Ils mettent sur le nez du rat, ils mettent un pseudomonas fluorescent, biofluorescent. Le rat avale la petite goutte, enfin sniffe la petite goutte, ça va dans son poumon. Et vous voyez que si vous ne faites rien, sans bactériophage, les bactéries arrivent dans le poumon. Plus c'est rouge, plus l'animal est malade. Et vous voyez qu'en fait, ils vont décéder très rapidement. Il y a une infection qui se met en place. Par contre, si vous prenez la même chose sur un lot de rats, vous leur mettez les bactéries et juste derrière, vous leur faites sniffer des phages, et bien, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'infection. Et on le voit très bien ici. Vous voyez qu'ici, c'est les mêmes courbes que ce que vous avez montré tout à l'heure, mais pour des patients. Vous voyez qu'ici, sur la courbe, là, il y a 100% des animaux. Et dès que vous mettez aucun phage, il y a 100% des animaux qui sont morts au bout de 2 jours. Quand vous mettez 0,1 phage par bactérie, c'est-à-dire un phage pour 10 bactéries, les animaux, ils survivent un petit peu, mais enfin, ils finissent par mourir parce qu'il y a beaucoup de bactéries. Par contre, si vous mettez un phage par bactérie ou 10 phages par bactérie, vos animaux, ils sont en pleine forme. Donc vous voyez, ça marche chez l'animal. Alors, après, il faut en faire un médicament. Donc c'est pas simple, DRL avait commencé à en faire, mais maintenant, c'est plus tout à fait la même paire de manches actuellement, parce qu'il faut passer par le régulateur, par les autorités de santé. Donc l'objectif du projet que nous on a conduit aux hospices, c'est de partir des eaux usées. Donc nous, on part de stations d'épuration autour de Lyon. Et ce qu'on va chercher, on va chercher des phages. Mais le problème, c'est que quand vous prenez l'eau d'une station d'épuration, il y a plein de phages de plein de familles différentes, actifs sur plein de bactéries différentes. Et alors là, le régulateur, autant vous, il ne vous embête pas, nous, il nous dit, ça, c'est pas possible. Je veux un petit flacon avec un seul phage. Il faut qu'il y en ait au moins 10 puissance 10 dedans, parce que sinon, ça ne marchera pas.
D'accord? Il faut qu'en plus, il soit de qualité pharmaceutique. Il faut qu'il soit stable. Il faut qu'il soit produit dans des conditions GMP, c'est-à-dire avec une assurance qualité qui est démoniaque, et un système de management de la qualité, tout un tas de contrôles de qualité. Et malgré ça, on a été suffisamment fou pour se lancer, pour essayer de monter ça, en plus dans une structure hospitalière. Donc on a cherché à travailler sur Staph doré, sur l'Escherichia coli et sur Pseudomonas aeruginosa, qui sont globalement les 3 gros pathogènes qui posent des problèmes. Alors d'abord, comment on fait pour avoir un seul phage? En partant d'un mélange où il y en a plein. Alors on fait ce qu'on appelle du phage discovery. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On part des eaux usées, donc on part de ça, globalement. Ça ressemble à ça. Hein. Vous voyez à peu près ce qu'il y a dedans. Voilà, donc on fait que d'abord on met une petite gaze pour enlever les gros morceaux. Vous pouvez imaginer ce que peuvent être les gros morceaux. Il reste des petits morceaux, mais il reste, les phages, eux, ils sont tout petits. D'accord? Donc en fait, il reste, vous les filtrez à travers un filtre 0,22 mu, toutes les bactéries sont retenues, tous les gros débris sont retenus, mais tous les phages, eux, ils sont en suspension. Alors ils sont en suspension avec d'autres choses qui sont en solution, mais ils sont en suspension là. Le problème, c'est que vous avez toujours plein d'espèces différentes. Donc ce que vous faites, c'est que par exemple, vous cherchez des phages anti-staphylocoque doré. Vous allez leur fournir des staphylocoques dorés, vous mettez dans un tube, mettez les staphylocoques dorés du milieu de culture, la bactérie peut se multiplier, et des phages, plein de phages différents. Les seuls qui vont réussir à se multiplier, c'est ceux qui vont s'accrocher sur les staphylocoques dorés, donc vous n'aurez que des phages staphylocoques dorés. Et vous allez en avoir plein, alors que les autres, ils vont rester en toute petite quantité. Le seul petit problème, c'est que peut-être que vous avez 2 phages anti-staphylocoque doré, ou 3 ou 5. Et que la NSM nous dit, moi j'en veux qu'un seul dans le petit flacon à la fin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les met sur une petite gélose, on dépose une goutte, vous avez une eau ici, tac, 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 vous avez un mélange ici, et donc vous le déposez sur une gélose où il y a le même staphylocoque doré. Et vous regardez le lendemain ce qui se passe. Alors vous avez l'eau qui vient de la station d'épuration A, l'eau qui vient de la station d'épuration B à qui vous avez fait faire le cycle, et vous regardez, là, il n'y a rien qui se passe, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de phage, puisqu'il n'y a pas de plage de lys, vous savez, les petites plages de lys que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, il y a une grosse plage de lys, donc ça veut dire qu'il doit y en avoir plein. Puis là, il y a des petites plages de lys séparées, ça c'est pas mal parce que là, a priori, il y a une chance pour qu'il n'y ait qu'un seul phage, puisqu'il y a un seul trou. Donc, ce qu'on va faire, c'est que simplement, avec un petit embout de pipette, on gratte ça, on le remet en suspension dans un petit peu d'eau, on le dilue, et on le remet sur une gélose pour faire la même chose. En disant, s'il y a 2 phages, il y en a forcément un qui est plus nombreux que l'autre, et en faisant des dilutions, quand je prendrai la dernière boîte où je vois des petites plages de lys, il y a des chances que ce soit tout seul. Et en plus, ça, on le fait 5 fois de suite. On reprend la plage de lys, on recommence, on reprend. Et à la fin, généralement, on n'a qu'un seul phage. Il est en petite quantité. Et ce qu'on fait, c'est qu'on lui remet le staphylocoque doré. Il va se multiplier, on filtre, et on a des phages purs et un seul phage. Alors une fois qu'on est là, on est content, mais tout n'est pas arrivé parce qu'il faut savoir si ce phage-là, de quelle nature il est. Donc on va le séquencer, parce qu'il y a des bons phages et des mauvais phages. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais il y a ce qu'on appelle les phages lytiques qui tuent les bactéries, et il y a des phages, c'est comme le VIH, qui sont capables d'insérer leur ADN dans la bactérie sans la tuer. Et celle-ci, c'est pas des bons phages parce qu'ils risquent de donner des facteurs de résistance, d'améliorer la bactérie que vous essayez de traiter, ce serait pas une bonne idée. Donc on les séquence. Une fois qu'on sait que c'est un phage qui est bien lytique, qui tue les bactéries, qui ne s'insère pas dedans, eh bien on va tester son spectre. Alors tester son spectre, c'est on va prendre le phage et on va le tester sur un certain nombre de souches. Parce que je veux bien produire un phage, mais si j'ai un phage qui ne traite que le patient A et qui n'en traite aucun autre, ça fait cher pour un seul patient, même s'il le vaut bien, on est d'accord. Mais il vaut mieux avoir un phage qui traite 100 souches de 100 patients différents. Donc c'est ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle des tests de spectre. Et si jamais on trouve un phage intéressant, on va le garder. Alors c'est ce qu'on a fait ici. Une fois qu'on a fait on prend les phages qu'on a, on en a une vingtaine, on teste et on regarde le pourcentage de souches qui sont testées. Vous voyez, ici c'est un graphique, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer. Ça c'est 12 phages différents qui ont été testés sur une centaine de souches, 150 souches de staphylocoque doré. Ce phage-là, quand c'est rouge, c'est qu'il ne marche pas sur la souche-là. Quand il est rouge, ça ne marche pas sur cette souche-là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Par contre, quand c'est vert, c'est que ça marche. Quand c'est orange, ça marche moyen, etc. Donc vous voyez qu'en fait, on teste, on s'aperçoit qu'il y a des phages qui marchent très bien sur ces phages-là. Ces phages-là marchent très bien sur ces souches-là, ce souche-là. Bon, il y a quand même des phages, des souches sur lesquelles ça ne marche pas. Mais là, on a cherché au hasard. D'accord ? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre ces souches-là, sur lesquelles il n'y a pas de phage, et on va refaire la même pêche, mais cette fois-ci, c'est une pêche à l'hameçon. Avant, c'était une pêche au filet. Là, on fait une pêche à l'hameçon avec la souche qui ne marche pas, et on cherche s'il y a un phage qui va être actif sur elle, par le même processus. Et ça permet de faire une nouvelle campagne de recherche, et de trouver des phages contre les souches sur lesquelles on n'avait pas de phage qui marchait. Et au final, vous voyez qu'on arrive à trouver des phages, on en a trouvé 6, qui couvrent 54% pour le premier de toutes les souches de staphylocoque doré, sachant que ces souches-là, elles sont représentatives de la diversité génétique des staphylocoques dorés, et qu'à la fin, quand vous prenez ces 6 phages-là, vous arrivez à tuer
quasiment 90% de toutes les souches de staphylocoque doré qu'infecte l'homme en France et en Europe, et aux États-Unis. D'accord? Donc en fait, ces 6 phages-là, ils valent le coup d'être produits parce qu'ils vont pouvoir être acquis sur plein de souches de plein de patients. C'est bon jusque-là? Alors pour faire tout ça, il faut un laboratoire, il faut des procédures, il faut des locaux accrédités, parce que derrière, l'ANSM va venir nous voir en disant « Ils sont comment vos laboratoires ?» Si on dit « Oh, on fait ça comme ça », là, donc il faut que ce soit très régulé, très accrédité, etc. Donc il faut tout un process là-dessus. Derrière, une fois qu'on a fait ça, il faut avoir des phages en grande quantité. Parce qu'une fois que je les ai isolés, j'en ai un petit peu, mais ça ne suffit pas pour traiter les patients. Donc il va falloir les produire en grande quantité. Alors pour faire ça, c'est très simple. Vous trouvez une souche de production, vous mettez un petit peu de phage, vous les mettez à agiter à 37 degrés, le lendemain matin, vous revenez, vous avez à peu près 100 milliards de phages par millilitre. Pas de problème. Donc c'est super. Alors vous optimisez quand même la température, pour vous montrer un exemple. Je crois que je l'ai mis. Vous voyez, on a testé différents types de milieux. Vous voyez, entre ce milieu-là, le Power Bros et le Super Bros, vous allez pouvoir être super bon. Vous voyez, là, vous arrivez à avoir, en 4 heures, vous allez avoir 10 millions de phages, alors qu'avec le Superior Bros, vous en avez 100 milliards. Donc c'est plus intéressant de se faire dans ce milieu-là. Donc vous avez toute une mise au point, une optimisation. En plus, si vous agitez comme ça ou si vous agitez comme ça ne donne pas exactement le même résultat. Donc il faut tout optimiser. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez un process pour produire des phages en grande quantité. Et on va produire ce qu'on appelle un intermédiaire de production. Alors, comme c'est la fête de la science, je voulais vous demander, ça ressemble à ça. C'est pas de l'urine, je vous promets, c'est du vrai. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est super. Et puis on se dit, c'est super, j'ai plein de phages, donc je vais pouvoir traiter mes patients. Ah oui, j'ai oublié de le dire, bien sûr, ça, vous ne pouvez pas le faire n'importe où. La NSM vous dit qu'il faut le faire dans un environnement très particulier. Donc on a un laboratoire très particulier pour produire, qui est tout clean, tout propre, avec tous les coups de tampon de toutes les administrations possibles et imaginables. Les personnels sont qualifiés, certifiés, etc. Donc vous êtes super content parce que là, vous avez en fait ce que vous avez dans l'Airlaine, là, vous avez plein de phages. Donc c'est super. Donc ça, vous mettez dans une seringue, vous avez plein de phages et vous l'injectez à votre patient. Alors si vous faites ça, vous allez avoir le lendemain la femme du patient en lui disant « C'est super, votre mari il est guéri, il n'a plus de staphylocoque doré, par contre il est mort d'un choc septique. » Parce que le problème, c'est que là-dedans, il y a plein de débris bactériens, et puis il y a plein de métabolites, parce que pendant les 24 heures, la bactérie a eu le temps de sécréter plein de trucs dangereux pour l'homme. Donc tout l'enjeu, c'est de purifier les phages qui sont là. Donc vous voyez ici, vous avez le schéma de production, on a les banques nos phages qu'on a isolés, les souches de production, parce qu'il faut aussi choisir la souche de production. On est obligé de faire des banques des biobanques très certifiées. Et on a ce qu'on appelle un intermédiaire de production, mais ça, c'est pas utilisable chez l'homme. Donc on va l'embarquer pour le rendre en qualité pharmaceutique et stable, et le formuler. Donc pour faire ça, nous on a de la chance aux hospices, c'est qu'on a une plateforme qui s'appelle FreePharm, qui est une plateforme hospitalo-universitaire qui est capable de fabriquer des lots de médicaments, des solutés injectables, des petits lots de médicaments pour des essais cliniques, et nous on s'en sert pour purifier nos phages. Donc la structure ressemble à ça. C'est une structure qui est complètement fermée. Il y a une marche en avant pour pas qu'il y ait de contamination. Vous voyez que les gens à l'intérieur travaillent en casaque, etc. C'est très sécurisé, c'est accrédité, les personnels sont habilités. Et en fait, ils vont faire notre purification en suivant des règles très strictes qui sont les règles de bonne pratique de fabrication. Là, il y a une erreur d'ailleurs, c'est pas préparation, c'est fabrication. C'est ce qu'on appelle le Good Manufacturing Product pour des produits pharmaceutiques. Alors comment on fait? En fait, on utilise un système de colonnes. Là aussi, je vous ai amené, ça ressemble à ça, une colonne. Hein. Ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Mais à l'intérieur, il y a plein de petits réseaux qui permettent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait circuler le phage avec toutes les cochonneries qu'il y a avec, et on les fait circuler dedans plein de fois, en changeant les tampons qui circulent dans l'autre sens. C'est des petits capillaires. Et en fait, au fur et à mesure, on élimine les impuretés, tout en gardant le phage à l'intérieur, parce qu'il est trop gros pour passer par les petits pores. Alors bien sûr, il faut faire ça, il y a de la pression, de la température, mais il faut faire ça dans de bonnes conditions, parce qu'il ne faut pas casser les pattes du phage. Parce que si vous cassez les pattes du phage, il ne peut plus s'accrocher, donc il est plus actif. Ne vous inquiétez pas, ça se répare. Donc on va faire varier la pression, la température, etc. Ça ressemble à ça. Là, vous voyez ma colonne là, que je vous ai montrée, elle est là. Tout ça, c'est piloté par un ordinateur, parce que forcément, il faut avoir de la traçabilité pour la NSM. Sinon, ils vont nous dire « Ah, mais quelle pression ?» On va leur dire « 2 bars ». On va dire « Oui, mais d'accord, mais est-ce que c'est vraiment 2 bars qui sont passés ?» Et on pourra leur sortir le ticket en disant « Regardez, c'est exactement ça. » Et forcément, ça, il faut le mettre au point. On ne peut pas le faire mettre au point dans la structure FreePharm parce qu'elle fait que de la production. Donc forcément, il faut acheter 2 matériels.
Donc ça coûte 60 000 plus 60 000, 120 000. C'est pour dire qu'en fait, les développements sont très très coûteux à ce niveau. Et à l'hôpital, dans une structure hospitalière, c'est encore plus compliqué d'avoir des financements. Donc une fois qu'on a fait ça, on est content. Pardon, on est content parce qu'on est passé d'un truc qui était super, là, mais plein de choses qui posent problème, à une poche qui est exactement comme ça. Vous voyez, c'est quand même un petit peu plus engageant. C'est quand même tout clair. Bon, c'est pas simplement parce que c'est clair que c'est engageant, mais on a vérifié, il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas d'impureté. Et c'est ce qu'on appelle une matière première à usage pharmaceutique. Et cette matière première à usage pharmaceutique, elle est faite suivant les bonnes pratiques de fabrication. Et ensuite, cette petite poche, on la licote en petits flacons comme celui-ci. Et là-dedans, il y a 2 millilitres qui sont à peu près avec 10 milliards de phages. Et ça, c'est pur, prêt à être utilisé chez l'homme. Alors bien sûr, il faut faire tout un tas de contrôles de qualité. Et donc ici, vous avez le process de production, vous avez les phages, les biobanques qu'on a fait, l'intermédiaire de production qu'on produit dans mon laboratoire à la Croix-Rousse. On les envoie vers la structure Freefarm qui est à HEH. Ils produisent la matière première à usage pharmaceutique, ça. Et ensuite, ils la licotent en petits flacons. Ce sont les préparations hospitalières. Alors bien sûr, il a fallu développer plein de choses. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fonction de la nature du verre, les phages, en fait, ils se collent. Une fois qu'ils sont collés, ils ne décollent plus. Donc en fait, le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'il fallait des verres de qualité particulière. Donc on a testé tout un tas de verres. On a dit, c'est super, on a trouvé le bon verre. Et à un moment, il y en a un qui est plus intelligent que lui, il a dit, plus intelligent que les autres, il a dit, oui, mais quand ça se retourne, ça va toucher le stopper, le petit bouchon en plastique. Et on s'est aperçu qu'il y a des bouchons en plastique, les phages se collaient dessus, il n'y avait plus rien dans le flacon. Donc on a cherché le meilleur flacon. Et puis après, on s'est aperçu, parce qu'il y avait une expérience d'une start-up avec qui on travaillait, ils faisaient fabriquer leurs phages en République tchèque, et ils avaient des flacons comme ça qui partaient de République tchèque, et quand ça arrivait, ils testaient, il n'y avait plus de phages. Donc ils ont dit aux Tchèques, vous nous envoyez de l'eau, il ne faut pas exagérer. Les Tchèques ont dit non, renvoyez-nous. Ils ont renvoyé le flacon, les Tchèques ont regardé en disant oui, c'est vrai, il n'y a plus de phages. Et en fait, ils sont aperçus que ça prenait un camion, et en fait, les vibrations cassaient les pattes des phages. Donc on a été obligé de formuler de façon particulière les phages, de façon à ce que les pattes ne se cassent pas quand on va les envoyer dans d'autres hôpitaux en France. Donc voilà, donc il y a tout un truc à travailler sur la formulation, la stabilité. On a dans le laboratoire quelqu'un qui fait de la simulation, alors qu'il y a l'intelligence artificielle maintenant. Donc en fait, c'est un type avec 2 points, il vous fait une courbe. Moi je ne sais pas faire, moi je fais une droite généralement. Et voilà, donc il a modélisé, il a montré qu'en fait il fallait garder les phages à plus 4 degrés. Et à plus 4 degrés, les phages, tels qu'on les a formulés, ils sont stables au moins 3 ans. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez fabriquer 1000 flacons et puis vous les utiliserez au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser dès que vous les avez produits. Donc ça permet de faire des lots. Vous voyez l'équation qui permet de comprendre comment évolue le taux de quantité de phages en fonction du temps. Je lui en laisse la responsabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un recul maintenant. Il a fait la simulation il y a 1 an et demi, et il y a des flacons qui sont depuis 1 an et demi dans un frigo. Quand on les a ressortis et qu'on a regardé, il nous a dit vous allez en trouver tant. On a regardé, on a dit tiens, il y en a juste le temps, juste ce qu'il disait. Donc la simulation est plutôt très bonne. Et puis, bien sûr, l'Agence de sécurité du médicament nous dit il faut faire des contrôles de qualité. Donc on leur a dit qu'est-ce que vous voulez comme contrôle de qualité? Ils nous ont dit parce qu'en fait, il n'y a pas de phage. Il n'y avait pas de phage dans la pharmacopée française. Donc ils ont dit proposez-nous. Donc on a dit voilà, les phages, globalement, on veut les injecter. Donc on va prendre tous les contrôles de qualité des injectables. Plus derrière, on a dit qu'est-ce qui ressemble le plus à des phages pour détruire des bactéries? C'est des virus. Donc ce qui ressemble le plus à des virus qu'on veut utiliser pour un traitement, c'est les vaccins vivants atténués. Puisqu'on veut des vaccins, on veut des phages qui sont encore actifs. Donc c'est comme les vaccins vivants atténués. Donc on a pris tous les contrôles de qualité des vaccins vivants atténués. On a rajouté des contrôles un peu particuliers pour être sûr que quand on met un phage au début, c'est bien celui qu'on a à la fin, qu'il n'y a pas de cross-contamination, etc. 2, on vérifie la stabilité, on vérifie que le phage n'a pas évolué au cours du process avec des techniques de génétique. Et donc, on est conforme à la pharmacopée. Et l'ANSM nous a dit, OK, pas de problème, ça nous va. Si vous faites tout ça, je crois qu'il y en a 29 quand même. Donc, on a monté tous les contrôles de qualité. Donc, on a tout. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, tous les locaux sont certifiés, sont qualifiés, tous les personnels sont qualifiés. Donc, globalement, on a coché toutes les cases. La dernière chose que l'ANSM nous a dit, avant de pouvoir les utiliser chez l'homme, il faut que vous vérifiez que c'est pas toxique, il y a une bonne tolérance. Donc il a fallu faire des toxicités tolérances chez l'animal. On a dit pas de problème, si vous voulez la toxicité, on va vous la faire. Donc on a contacté, alors ils nous ont dit par contre vous pouvez pas le faire vous, parce que vous pouvez pas être juge et partie. Donc on a demandé à une société externe de nous faire 40 lapins.
ces 40 lapins, en fait, certains ont eu pendant 14 jours des injections tous les jours des phages, et puis d'autres ont eu des injections avec du sérum physiologique. Et on a regardé, au bout de 14 jours, on a sacrifié la moitié des animaux pour voir si leurs tissus étaient altérés, s'ils avaient des altérations diverses et variées. On a pris des prises de sang, etc. Et puis il y en a 14. Le reste des animaux, on les a pas sacrifiés, on a attendu 14 jours. Et au bout de 14 jours, on les a sacrifiés pour voir s'il n'y a pas une toxicité à long terme. Alors au départ, la NSM nous a dit attention. Normalement, pour chaque drogue, il faut que vous fassiez des tests. Ce test-là. Et pour chaque drogue, il faut que vous fassiez en plus différentes doses. Et bon, on est allé demander. Le problème, c'est que une expérience de ce type-là, pour une dose pour un phage, on nous l'a facturé 293 000 €. Donc on est allé négocier avec la NSM, on leur a dit voilà, écoutez, on pense que nos phages, ils sont bien purs, ils sont de bonne qualité, parce qu'on avait plein d'analyses derrière. Donc on va mettre les 4 phages en même temps, et on va mettre 10 fois la dose humaine, c'est-à-dire la dose maximum qu'on avait. Et puis s'il n'y a pas de toxicité, ça veut dire que si on en met moins, et on s'y les met tout seul, il n'y aura pas de toxicité non plus. Ils nous ont dit ok, heureusement, parce qu'autrement on n'avait pas la possibilité de faire autrement. Et les 40 animaux ont été sacrifiés en pleine santé. Ils n'avaient aucune toxicité, aucune mauvaise évolution. Tous les tissus étaient parfaitement sains, il n'y a pas de problème. Et donc, une fois que vous avez ça, une fois que vous avez tous les phages, pour aller traiter un patient, il faut ce qu'on appelle faire une préparation magistrale. Généralement, on met 2 phages différents ou 3 phages différents, de façon à ne pas sélectionner de la résistance comme on le fait avec les antibiotiques. Donc on associe plusieurs phages. Donc il y a un petit flacon de l'un, un petit flacon de l'autre, et on fait ce qu'on appelle une préparation magistrale. On appelle ça un cocktail de phages. Et ça c'est une préparation hospitalière, c'est avec des préparations hospitalières qu'on a préparées. Et tout ça, on va l'utiliser chez les patients. Donc vous voyez, c'est l'exemple ici. Il y a une petite seringue avec les différents phages, la quantité, le numéro de l'eau, etc. Le pharmacien engage sa responsabilité. Et j'en reviens à mon patient. Le patient Y, il avait son... Donc là, les phages qu'on a utilisés, ce ne sont pas les nôtres, ce sont les phages d'une société, d'une start-up avec qui on travaillait, qui malheureusement a disparu. Elle a été, en mars dernier, elle a été mise en liquidation judiciaire. Elle a été redressée, mise en liquidation judiciaire en juin, et elle a été vendue aux enchères au mois de septembre. Parce qu'en fait, le modèle économique n'est pas là. En fait, ils n'avaient pas ça coûtait trop cher, et ils n'avaient pas suffisamment de financement pour tenir. Donc vous avez ce patient-là, à l'époque, c'était en 2017, c'est un des premiers patients qu'on a fait, et on a eu l'autorisation de la NSM de les faire. Jusqu'en 2017, la NSM interdisait toute utilisation des phages. On l'a traité. Donc pour ceux qui n'aiment pas, regardez ailleurs. Ça, c'est le genou du patient. Vous voyez, c'est le petit trou là qu'il avait où il y a un peu plus qui sortait. Ça, c'est son genou. Ça, c'est le chirurgien qui fait ses repérages. Ensuite, il a ouvert. Vous voyez la prothèse qui est dessous, on la voit. Il a enlevé tous les tissus nécrosés. Ensuite, il utilise un genre de Karcher pour enlever toutes les petites bactéries qui sont plus ou moins adhérentes sur la prothèse ou sur le tissu. Et une fois qu'il a fait ça, il va refermer la plaie. Vous allez voir. Il referme les tissus. Voilà, il va encore là. Donc, il nettoie. Il passe au Karcher partout, tout net. Et ensuite, il va refermer les tissus. Les fascias, les uns après les autres. D'accord ? Et vous allez voir, il injecte les phages à ce moment-là. Vous voyez la seringue avec les phages. Donc là, il a refermé une partie des fascias, mais ce n'est pas tout à fait fini, il finira juste après. Et là, il injecte les phages dans l'articulation. Alors vous allez voir, là, il y a les 10. Et là, il y a 100 milliards de phages, de 2 ou 3 phages qui sont en train de se passer chez le patient. Le patient, ça ne lui fera rien. Il n'a pas de problème de tolérance. Vous voyez ? Vous allez voir que le chirurgien en voit bien un peu partout, pour être sûr qu'il y en ait partout. Et ensuite, il fait bouger le genou pour que ça se répande un peu partout. Non, mais c'est ça. Hein. Le patient est endormi. Hein. Voilà, donc c'est l'équipe de professeurs Sébastien Lustig et Cécile Bataillé qui font ces types d'opérations-là. Et tout ça, c'est géré par un infectiologue qui s'appelle Tristan Ferry, qui l'a géré. Voilà l'état du genou du patient 1 mois après. Il n'y a plus de petits trous. Ce patient-là était alité, il ne marchait plus, il avait mal sans arrêt, il se mobilisait plus. Et voilà, et il est ressorti du service sur ses 2 jambes. Alors, il a des béquilles parce qu'il a tellement longtemps qu'il ne marchait pas, c'est qu'il n'avait pas encore repris la stabilité. D'accord ? Donc, il est rentré chez lui. Voilà. Donc, il a été interrogé par VSD, qui avait fait un reportage, et il a expliqué à VSD, les bactériophages m'ont sauvé la vie, je pensais qu'on allait me couper la jambe, et maintenant, je remarche. Et sa femme m'a ajouté, c'est super, j'ai pu le remettre à la vaisselle. Donc, elle était contente. Tout ce que je vous dis est vrai. Hein, tout ce que je vous dis est vrai. D'accord ? Donc vous voyez l'évolution qu'on peut avoir. Alors, le principe, et ça, c'est ce qu'on fait. Vous voyez qu'on part de là, on trouve les phages, on les met en banque, ensuite on les produit, on les purifie, on les distribue en petits flacons,
on traite le patient, et alors maintenant on est en train d'essayer de les mettre dans des petits substituts osseux avec un gel, de façon à ce que les phages, une fois qu'on les a mis localement, ils soient relargués tout doucement pendant longtemps. Et puis on essaye de travailler avec la société bioMérieux, parce que l'intérêt, c'est comme on a une vingtaine de phages maintenant, je vous ai montré 6, mais on en a beaucoup plus, l'idée c'est de faire quand on fait un antibiogramme pour tester les différents antibiotiques pour savoir lequel est le mieux, c'est de faire un phagogramme, un test pour dire, c'est un peu comme dans les restaurants chinois, je veux le 13, le 17 et le 18 pour traiter le patient. Et avec ça, on va traiter le patient et faire la préparation magistrale. Donc on travaille sur tous ces aspects-là. Voilà, donc vous voyez, c'est un travail très translationnel. On part des eaux usées pour arriver à un petit flacon qu'on va utiliser chez le patient. Pour tout ça, il faut trouver des financements. Et c'est pas parce que je suis là, mais on a eu d'abord un financement de la Fondation Hospices de Lyon. L'Institut Mérieux nous a donné un financement à une époque où c'était important parce qu'on n'avait pas trop de financement. Ensuite, grâce à ces premiers résultats, parce que c'est comme ça que ça marche, on prête qu'aux riches. Une fois qu'on a eu ces premiers résultats, on a pu appliquer au PPR antibiorésistance, qui nous a permis d'avoir un financement important, qui est un financement de 2,8 millions d'euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas grand-chose. Une colonne comme ça, quand vous faites de la recherche, ça coûte 100 euros. Mais quand vous faites de la production hospitalière, il faut qu'elle soit GMP. Et ça coûte 1 000 euros. Et en plus, comme vous travaillez avec un produit qui sort et qui va cocher le patient, qui va chez un patient, vous faites un run, et d'habitude, en recherche, on la rince, puis on la réutilise. Là, vous la prenez, vous la jetez. Donc c'est extrêmement coûteux. Le fait de chercher des phages à partir de l'eau, entre le moment où on est avec une eau de station d'épuration et où on arrive au moment où on dit « Ah tiens, ce phage-là sera peut-être intéressant », il faut 2 techniciennes pendant 8 mois. Parce qu'il y a plein d'étapes. Ça fait 2 diapos, mais en fait, c'est très compliqué à mettre en place. Tous les produits coûtent très cher, on a eu aussi une aide de la région. Et puis avec tout ça, avec ces 2,8 millions, on a pu recruter des techniciens. Moi, j'ai une dizaine de personnes qui travaillent, qui sont payées ni par l'hôpital, ni par l'université, qui travaillent uniquement avec les financements qu'on trouve au niveau recherche. Et là, on vient d'avoir un RHU, un projet de recherche hospitalier, où on a eu là, c'est un projet où il y a toute la production reste purement publique, mais après on travaille avec bioMérieux sur le phagogramme, avec des industriels pour les mettre dans du gel pour la libération, et puis on travaille aussi avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour la partie clinique, pour les essais cliniques. Et là on a eu un financement en fait le financement total du projet c'est 18 millions d'euros, sachant qu'en fait c'est l'État met, chaque fois qu'on met l'industriel ou l'académique met 2 euros, l'État met 1 euro en plus. Voilà, donc on a un financement de 6 millions d'euros pour travailler là-dessus. Voilà. Et je finis avec ça. Et l'idée, en fait, au final, vous voyez qu'il faut beaucoup de monde pour produire. Et l'idée, en fait, qu'on a, c'est d'essayer de monter un établissement français des phages thérapeutiques à Lyon. L'idée est de fonctionner un peu comme les établissements français du sang, qui produisent des dérivés sanguins pour l'ensemble de la communauté médicale, et d'avoir un institut à Lyon qui produise pour les hospices, mais bien sûr pour tous les hôpitaux français. L'idée, c'est de les envoyer un peu dans tous les hôpitaux. On pourrait aussi partager avec, bien sûr, au niveau européen. Mais il faut du monde et il faut un petit peu de volonté et d'énergie. Voilà, je vous remercie